Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. À défaut de vous convaincre, ils vous font peut-être rire. Les hommes et les femmes politiques sont souvent critiqués et parfois même moqués. Certains humoristes en ont d'ailleurs fait leur spécialité, tourner au ridicule des thématiques absurdes, parfois sérieuses ou même sensibles. Alors, pour le citoyen, évidemment, c'est amusant, mais comment réagissent les personnalités ciblées? C'est ce que nous allons tenter de décrypter avec vous, Guillaume Grignard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un parcours tout à fait atypique, puisqu'après les secondaires, en fait, vous êtes entré au conservatoire. C'était vraiment une formation difficile mais passionnante dans laquelle en fait il vous manquait un peu de théorie, un peu de réflexion sur la société. Et c'est précisément ça qui vous a donné envie du coup de commencer des études de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Là vous découvrez un monde totalement différent, une ambiance vraiment plus coopérative et c'est ça qui vous donne envie de poursuivre avec une carrière académique et de devenir doctorant. Alors de virtuose du piano, vous passez à virtuose de la recherche. Je vous laisse nous expliquer pourquoi parfois certains politiciens ou politiciennes rient jaune. Bon pitch Guillaume. Merci à vous. Alors quand on s'intéresse à la recherche en humour politique au départ, le sujet a l'air sympathique parce que l'humour est souvent vu comme quelque chose d'assez positif. Alors en fait quand on regarde les discours des humoristes sur les hommes politiques, on se rend compte qu'ils sont très grinçants souvent et même assez méchants par moments. Et du coup on peut vite voir en fait que l'humoriste a priori peut être vu comme un adversaire du politique parce qu'il apporte vraiment une critique de fond sur son programme. Ce qui m'intéresse moi dans cette recherche, c'est un peu de voir comment finalement l'homme politique va rebondir à la blague. Un petit peu comme un joueur de tennis de table qui est confronté à une balle qui lui arrive sur lui. Comment la saisit-il? Comment la renvoie-t-il à son adversaire? Et est-ce qu'il est possible d'avoir une stratégie discursive qui va faire en sorte que l'homme politique va pouvoir s'imposer finalement dans l'interaction avec l'humoriste ou au contraire être ridiculisé par celui-ci et avoir du coup une image beaucoup plus défavorable? C'est un petit peu l'enjeu de la recherche que je mène. Alors, comment va-t-on faire pour arriver à mesurer cela? En fait, on va s'intéresser à deux types d'interactions, les interactions verbales et non verbales, que l'homme politique va avoir en télévision face à un humoriste, avant son sketch, pendant son sketch et après le sketch lui-même. L'interaction avant, c'est toutes les petites mimiques qu'il fait quand il voit un peu l'humoriste arriver. Pendant, c'est quand il l'interrompt, et après, c'est quand il a l'opportunité parfois d'y réagir. Alors, ce qu'on peut observer dans les résultats un peu de cette recherche que je peux vous exposer déjà à ce stade de la présentation, c'est qu'il y a effectivement des manières de distinguer des hommes politiques gagnants ou perdants face à un humoriste. Je vais vous présenter 7 cas d'études. Les 3 premiers sont plutôt des cas perdants, les 2 suivants des cas un peu intermédiaires. Et enfin, les 2 derniers, vous allez le voir, sont vraiment des cas gagnants d'hommes politiques qui ont profité de l'humoriste pour avoir une meilleure position. Alors le premier cas que je vais aborder avec vous, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Alors c'est un homme politique que vous connaissez peut-être pas très bien, il est président de Debout la France, c'est un parti qui s'est allié avec Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours des élections en 2017. Alors lui, il n'a eu que des émissions radio et il a eu une fois été face à un humoriste. Et en radio, c'est particulier parce que le timing est très très serré, on n'a pas le temps. Et du coup, les réponses qu'il a apportées à l'humoriste n'ont jamais été très satisfaisantes parce qu'il n'avait simplement pas le temps de les faire. Tous les autres cas que je vais vous présenter par la suite, y compris le deuxième, sont des cas où on a un homme politique face à un humoriste en télévision. Alors Alain Juppé, moi c'est l'exemple qui m'a fait le plus rire parce que c'est un homme politique d'un certain âge qui est membre de la droite, parti des Républicains, et on sent que cet exercice d'humour, il ne l'a pas encore exactement familiarisé, et donc en fait, lui il a répondu à une blague en essayant d'en faire une autre, mais le problème c'est qu'il s'est trompé. Sur la blague 1995, il a voulu dire « Ah, 1995, c'est l'année de naissance de ma fille », et en fait il a dit « c'est l'âge de sa fille ». Et du coup tout le monde s'est encore plus moqué de lui après, parce qu'en plus il est vieux, et du coup ça l'a vraiment desservi. Un troisième cas, c'est celui alors qui a un peu trop d'humour, si on veut. C'est Benoît Hamon, lui il accepte en fait de se prendre plein de coups, et du coup en fait on a envie de lui en donner encore plus. Donc quand l'homme politique ne réagit pas et
et rigole en fait constamment de ce qu'on lui dit, mais finalement il approuve quelque peu ce qu'il reçoit comme critique satirique. Alors les deux cas que je vais présenter maintenant ont un petit peu des éléments des deux côtés, soit gagnant, soit perdant. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est une forte personnalité médiatique de la gauche radicale française, et lui il parle tout le temps, aussi quand les journalistes sont là, aussi quand les humoristes sont là, donc lui il empêche finalement l'humoriste de s'exprimer. Pour ses détracteurs, ça peut être vu un petit peu comme de l'arrogance, mais ses partisans apprécient ce style un peu radical qu'il a dans sa communication. L'autre cas qui peut être vu un petit peu comme ambivalent, c'est le cas de Marine Le Pen. Alors, je vous propose ce monstre magnifique à plusieurs têtes, non pas que je me moque de Marine Le Pen, mais parce que je voudrais montrer qu'on peut avoir plusieurs facettes face à l'humour. Marine Le Pen, dans un premier temps, va rigoler à souhait des blagues qu'on fait sur ses adversaires. Par contre, elle va toujours refuser l'humour qu'on lui fait à elle-même. Donc, elle a assez peu d'autodérision, finalement, avec là aussi une position assez ambivalente, finalement, de sa position. Alors les deux cas suivants, eux, sont vraiment des cas gagnants. Le premier, c'est celui de François Fillon, qui a été candidat pour le parti Les Républicains. Alors lui, c'est plus clair, il refuse l'humour. Donc lui, en fait, sa manière de réagir à l'humoriste, c'est de dire qu'il n'a pas sa place en télévision, qu'il n'a rien à faire là, et que la politique, c'est une affaire de sérieux face à laquelle on ne peut pas rire. C'est une attitude très digne, finalement très intègre de l'homme politique, qui peut apparaître bien entendu négative, mais en même temps qui séduit son électorat. Enfin, le dernier cas, c'est le président français lui-même, Emmanuel Macron, qui a remporté les élections de 2017. Et alors, lui, c'est celui qui est, si vous voulez, le meilleur en retour de service. C'est-à-dire que quand on lui fait une blague, il arrive à la reprendre, à la retourner et à faire une chute encore plus drôle, en fait, que ce que l'humoriste proposait. Et donc, le public rigole aux blagues d'Emmanuel Macron et pas à la blague de l'humoriste, et il arrive vraiment du coup à capter ce discours satirique pour se donner du coup l'image d'un président jovial qui a le sourire. Donc pour moi, ce sont deux cas qui ont représenté vraiment un succès, François Fillon et Emmanuel Macron. Alors quand on analyse ces données, il ne faut pas oublier qu'il y a un rôle évidemment intermédiaire que jouent les médias, les journalistes sur le plateau. Pourquoi ? Parce qu'ils vont donner la parole quelque part à l'homme politique. Ils vont permettre à l'homme politique d'interrompre l'humoriste, ils vont lui donner la parole après le sketch. François Fillon a pu exprimer tout le mal qu'il pensait parce que le journaliste lui a laissé parler finalement après le sketch. Et donc il ne faut pas négliger cette variable intermédiaire qu'est les rôles des journalistes. Alors, c'est une recherche qui ne peut pas être prédictive, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un effet positif ou négatif de l'humoriste face à un homme politique ne fait pas élection. Je vous ai mis ici une belle image de Pomme. Alors en fait, ça c'est vraiment l'image un peu fétiche du sketch des Guignols de Jacques Chirac. On a souvent dit que les Guignols ont fait gagner Jacques Chirac. On n'a en réalité aucune preuve scientifique pour affirmer que ça fait élection, que ça crée un comportement électoral, si vous voulez, chez les gens. Donc il ne faut pas oublier qu'on a des limites vraiment dans la recherche que nous menons. Et donc, pour conclure, je vous ai proposé un petit dessin de Yves Capel, qui est un dessinateur adorable avec qui je travaille ma thèse, et qui nous propose finalement une course d'hommes politiques qui veulent tous se faire tirer dessus par les humoristes, parce que finalement, quand ils sont bons en retour de service, ils parviennent à magnifiquement bien renvoyer la balle à leur avantage. Et on voit alors qu'en fait l'humoriste, par moment, quand il est bien utilisé par l'homme politique, peut être bien plus un allié et un partenaire de celui-ci qu'un adversaire. Et donc c'est un petit peu sur cette conclusion que je vais vous quitter pour que vous puissiez réfléchir du coup à ce rôle un peu double que peut avoir l'humour, tantôt adversaire ou tantôt partenaire. Merci beaucoup Guillaume. Alors une chose qui est quand même assez interpellante dans votre présentation, c'est l'absence totale de références belges. Pourquoi ce choix ? Alors en fait c'est très important quand on met une recherche de bien choisir son terrain. Donc moi je travaille sur l'humour francophone, donc j'ai en gros 4 pays candidats, la Suisse, la Belgique francophone, la France et le Québec. Et en fait il se fait qu'en France c'est là où le phénomène est le plus emblématique, aussi une grande tradition satirique avec le Canard enchaîné, Charlie Hebdo. Beaucoup d'humoristes belges viennent d'ailleurs en France pour continuer en fait leur carrière. Donc en fait c'est juste l'idée d'observer le phénomène là où il est le plus visible. Ok, vous parlez d'humour vraiment grinçant, hein, c'est ce que vous décrivez comme terme.
Comment est-ce qu'il évolue cet humour? On a peut-être tendance à se dire qu'il est de plus en plus bridé, on peut rire de moins en moins de choses, non? Alors il y a récemment eu un excellent papier du Courrier international sur la place des caricaturistes aujourd'hui. Et en fait, les enquêtes de terrain montrent un peu la même chose, c'est que finalement, ce qui vient, c'est pas vraiment une censure du monde politique ou de n'importe quelle autre grande personnalité, c'est vraiment une censure des réseaux sociaux. Et les humoristes sont en fait assez sensibles à ce qui se passe là. Et la vraie différence de l'humour en fait depuis les 20-30 dernières années, c'est que les humoristes n'ont plus leur petite salle de spectacle à eux où ils peuvent avoir leur second degré, leur grammaire particulière. C'est beaucoup plus large. Ouais, ils parlent vraiment à tout le monde et du coup ils parlent aussi à des gens qui n'ont pas d'humour, à des gens qui les comprennent pas et ils commencent à devoir un petit peu être contraints. Alors beaucoup le refusent d'accepter cette contrainte et se disent bon moi je vis ma vie d'humoriste, tant pis. Mais pour eux ça les oblige à être dans une posture conflictualiste qui est plus forte et qui n'est pas toujours facile à assumer. Et justement donc des parodies et des sketchs on en voit beaucoup, que ce soit si on se rend au spectacle ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais au final on connaît parfois mieux les sketchs que le programme de l'homme politique en lui-même. Alors au final cet humour, est-ce qu'il rend la politique plus intéressante pour le public ou est-ce qu'au contraire il la décrédibilise un petit peu? Alors ça c'est un phénomène intéressant qu'on a dans les enquêtes de terrain, c'est qu'on voit que pour les médias, un média comme France Inter par exemple affirme avec assez bon nombre de fierté et de satisfaction que son auditorat a rajeuni vraiment. Ah oui. Et donc grâce aux humoristes, en fait on a un public plus jeune qui peut s'intéresser à la politique, donc ça peut être vraiment effectivement une porte d'entrée un peu nouvelle pour un public qui ne suit pas forcément volontiers la politique. Après la question c'est une porte d'entrée pour aller où ça? Et effectivement avec cet humour grinçant dont je parlais, on peut avoir tendance à parler du monde politique uniquement en des termes caricaturaux, uniquement en les ridiculisant et à l'heure où il y a de plus en plus des montées des populistes comme on le dit assez rapidement partout en Europe, ben, effectivement ça pose un certain nombre de questions et selon un petit peu ce que les médias en font, selon le travail de certains humoristes, on peut un peu faire des échelles qualitatives par rapport à cela, mais on peut voir en fait que la politique est vue d'une certaine façon, parfois de manière beaucoup plus créative, ludique, rafraîchissante, mais parfois aussi d'une manière très bashing finalement, pour utiliser un mot français, un peu négative constamment par rapport à l'homme politique, et là du coup ça peut avoir un effet un peu plus pervers. Donc là c'est vraiment un double tranchant alors si je comprends. Ouais. Il y a vraiment, faut voir un peu selon l'humoriste. Bien écoutez, encore merci Guillaume, je sais que vous êtes sur la fin de votre thèse, donc on vous souhaite évidemment bonne chance pour Mais c'est très gentil, merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors vous à la maison, si vous souhaitez continuer à vous informer sur les projets innovants qui se déroulent à Bruxelles, eh bien rien de plus simple, je vous invite à suivre notre prochain numéro de Pitch sur BX1. À bientôt.